Nous sommes en 1973, une année charnière où la chanson française cherche son nouveau souffle. Pour France Gall, l'époque glorieuse des yéyés, des sucettes à la Nice et de la victoire à l'Eurovision avec Poupée de cire, Poupée de son semble, déjà appartenir à une autre vie. À 26 ans, la chanteuse traverse ce que le métier appelle cruellement une traversée du désert. Elle se sent artistiquement orpheline, prisonnière d'une image de petite fille sage et naïve, qui ne correspond plus à la femme qu'elle est devenue. Elle refuse désormais de chanter des ritournelles vides de sens. Elle cherche une voix, une plume, une âme capable de traduire sa mélancolie et sa soif de modernité. Mais autour d'elle, personne ne semble comprendre cette envie de mue. C'est alors que le destin intervient avec la banale simplicité d'un trajet en voiture dans les rues de Paris. France est au volant de sa petite auto perdue dans ses pensées lorsqu'elle allume l'autoradio pour tuer le silence. Soudain, une mélodie s'élève, une voix singulière, un phrasé rythmé et piano-voix qui ne ressemble à rien de ce qui passe alors sur les ondes. C'est la chanson « Attends-moi » d'un jeune auteur-compositeur encore confidentiel nommé Michel Berger. Pour France, l'effet est immédiat, physique, foudroyant. Ce n'est pas simplement une jolie chanson qu'elle entend, c'est un écho de sa propre sensibilité. Elle est tellement saisie qu'elle manque d'arrêter son véhicule au milieu de la circulation. Dans cette musique, elle perçoit une urgence, une élégance anglo-saxonne matinée de poésie française, exactement ce qu'elle cherchait désespérément sans pouvoir le nommer. C'est une épiphanie artistique absolue. À cet instant précis, une certitude inébranlable s'ancre en elle. Cet homme, ce Michel Berger qu'elle ne connaît pas, est le seul capable de la sauver. Il n'est pas une option parmi d'autres, il est l'unique chemin. Elle se fait alors une promesse solennelle, seule dans l'habitacle de sa voiture. Elle le trouvera et il écrira pour elle, quel qu'en soit le prix. Elle ignore encore que cette décision impulsive va non seulement relancer sa carrière, mais bouleverser sa vie entière et écrire l'une des plus belles pages de la musique française. Si France Gall est convaincu de cette évidence, Michel Berger, lui, est aux antipodes de cet enthousiasme. Directeur artistique chez WEA, pianiste virtuose et intellectuel exigeant, il évolue dans un monde feutré élitiste, loin des paillettes de la variété populaire. Lorsqu'elle parvient enfin à le contacter pour lui proposer une collaboration, la réponse est cinglante, et sans appel, c'est non. Pour Michel, France Gall représente tout ce qu'il rejette une vedette des années 60, un produit marketing façonné par Serge Gainsbourg, une interprète de chansonnettes légère. Il a d'autres ambitions, d'autres tourments, notamment celui de se remettre du départ brutal de sa compagne Véronique Sanson pour les États-Unis. Mais France possède une ténacité insoupçonnée sous ses airs de douceur. Elle ne se vexe pas. Elle encaisse le refus avec humilité, comprenant qu'elle doit prouver sa valeur et faire tomber les préjugés du compositeur. Elle commence alors un véritable siège fait de patience et de présence discrète. Elle se rend à ses émissions de radio, s'invite dans son cercle, non pas pour le harceler, mais pour l'écouter, pour s'imprégner de son univers. Elle veut lui montrer qu'elle n'est pas la poupée qu'il imagine, mais une musicienne dotée d'une oreille absolue et d'une sensibilité à fleur de peau. Peu à peu, la glace commence à fondre. Michel est intrigué par cette jeune femme qui accepte de se mettre à nu artistiquement, qui lui demande non pas un tube facile, mais une identité. Il perçoit chez elle une faille, une tristesse cachée qui résonne avec la sienne. Un jour, presque par lassitude ou par défi, il accepte de la faire venir en studio pour un essai. Il ne lui promet rien, surtout pas un album, peut-être juste un titre, pour voir. France sait que c'est sa seule chance. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle entre dans ce studio non pas comme une star, mais comme une élève, prête à tout réapprendre. Ce qu'elle ignore, c'est que Michel, en l'observant derrière la vitre de la cabine d'enregistrement, commence déjà à voir en elle non plus une ex-yéyé, mais l'instrument parfait pour la symphonie pop qu'il a dans la tête. L'année 1974 marque le point de bascule, l'instant précis où la relation professionnelle, teintée d'une admiration mutuelle encore chaste, se mue en une passion dévorante par l'entremise d'une chanson. Michel Berger, cet homme pudique introverti, qui peinait à exprimer ses sentiments, autrement que par des notes posées sur une partition, décide de franchir le pas de la manière la plus élégante qui soit. Il ne va pas offrir des fleurs ni écrire une lettre enflammée. Il va offrir à France Gall une chanson qui est à double sens, une déclaration au public et une déclaration à la femme. Ce titre, c'est « La déclaration d'amour ». Lorsqu'il lui présente la maquette, France est bouleversée. Les paroles sont d'une simplicité désarmante, mais d'une justesse chirurgicale.
Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans vos bras. En studio, l'atmosphère est électrique. Michel est derrière la console perfectionniste, exigeant, sculptant chaque intonation. France est derrière le micro, et pour la première fois de sa carrière, elle ne chante pas pour plaire, elle chante pour dire. Elle sent que chaque mot a été pesé pour elle, que cette mélodie a été taillée sur mesure pour épouser son timbre de voix, ce grain particulier que Berger a su déceler et sublimer. L'enregistrement de ce titre est un moment de grâce absolue. C'est l'acte de naissance de la nouvelle France Gall. Fini les ritournelles, yéyés acidulés. Place à une pop sophistiquée, rythmique, moderne. Mais c'est surtout l'acte de naissance de leur couple. Au fil des prises, la barrière entre le compositeur et l'interprète s'effondre. La musique devient leur langage amoureux, un code secret partagé au vu et au su de tous. Michel a trouvé sa muse non pas une créature silencieuse qu'on modèle, mais une partenaire vibrante qui donne vie à ses tourments. France a trouvé son Pygmalion, celui qui lui donne enfin les mots qu'elle attendait pour exister. Lorsque le 45 tours sort dans les bacs à l'été 1975, le succès est immédiat. Le public français intuitif comprend qu'il assiste à l'éclosion de quelque chose de rare. La chanson envahit les ondes, et avec elle, la rumeur d'une romance. Ils ne se cachent pas, mais ils ne s'exhibent pas non plus. Ils vivent leur idylle dans la musique. Cette déclaration n'est que la première pierre d'un édifice colossal qu'ils vont construire ensemble. Désormais, ils sont indissociables. Michel a mis son génie au service de France, et France a mis sa lumière au service de Michel. Ils viennent de signer sans le savoir le pacte d'amour et de création le plus fécond de la chanson française des 20 prochaines années. La décennie qui s'ouvre après leur mariage en juin 1976 est celle de l'état de grâce permanent. France Gall et Michel Berger ne forment plus seulement un couple à la ville. Ils deviennent une entité artistique bicéphale, une machine de guerre musicale, d'une efficacité redoutable qui va régner sans partage sur la variété française. C'est l'époque de l'osmose absolue. Ils respirent le même air, partageant les mêmes indignations et les mêmes rêves. Michel écrit enfermé dans son bureau, souvent la nuit torturé par son exigence. France interprète apportant la lumière, l'énergie et cette rythmique vocale unique qui devient leur signature commune. Le point d'orgue de cette fusion est sans conteste l'opéra rock Starmania en 1978. Alors que le projet coécrit avec Luc Plamondon est jugé risqué, voire suicidaire par certains producteurs, Michel confie à France le rôle de Cristal, l'animatrice de télévision désabusée. C'est un triomphe. Mais c'est surtout dans la carrière solo de France que le génie de Berger explose. Il a cette capacité inouïe de se glisser dans la peau de sa femme, de deviner ses pensées les plus intimes pour les transformer en tubes. Il ne lui écrit pas des chansons pour chanteuses, il lui écrit des hymnes de liberté. Les années 80 sont celles de la consécration totale. Les albums s'enchaînent, Paris-France tout pour la musique Babacar, et avec eux une pluie de standards qui traversent les générations. Il jouait du piano debout, célèbre la différence. Résiste devient un cri de ralliement pour la jeunesse. Et là, elle la rend un hommage vibrant au jazz qu'ils adorent tous les deux. Chaque titre est un bijou d'orfèvrerie pop, mêlant des textes profonds, parfois graves, à des mélodies imparables. Michel Berger a réussi le tour de force de faire de France Gall la chanteuse la plus populaire de l'Hexagone, tout en lui conservant une exigence musicale élitiste. Sur scène, leur complicité est palpable. Lorsqu'ils chantent en duo assis côte à côte devant le piano blanc, le public a l'impression d'entrer par effraction dans leur salon. Il n'y a pas de mise en scène, juste deux âmes sœurs qui dialoguent en musique. Ils remplissent les plus grandes salles du Palais des Sports au Zénith, enchaînant les records de vente. Ils incarnent le bonheur parfait, la réussite artistique, l'amour inconditionnel et une vie de famille préservée avec leurs deux enfants, Pauline et Raphaël. Au sommet de leur gloire, ils semblent intouchables, protégés par cette bulle de créativité qui les isole de la médiocrité du monde. Ils ont tout pour eux et l'avenir semble être une partition vierge qu'ils continueront d'écrire à quatre mains pour l'éternité. L'été 1992 s'annonçait pourtant comme la saison de l'apothéose. Le couple venait de publier Double Jeu, un album conceptuel qu'ils mûrissaient depuis des années, marquant pour la première fois leur union vocale officielle sur un disque entier. Ils s'apprêtaient à partir en tournée, à monter sur scène ensemble pour célébrer cette fusion artistique totale. Dans leur magnifique propriété de Ramatuelle, perchée sur les hauteurs dominant la Méditerranée,
L'ambiance est aux vacances à la famille et à la préparation de ces concerts tant attendus. Tout semble parfait, baigné dans la lumière dorée du mois d'août. Mais le destin, jaloux de tant de bonheur, va frapper avec une brutalité inouïe, sans le moindre avertissement. Le 2 août 1992, il fait une chaleur accablante sur la Côte d'Azur. Michel Berger, hyperactif, passionné de sport et refusant toujours de s'écouter, décide de disputer une partie de tennis avec des proches. Il est fatigué par la promotion de l'album et le stress des préparatifs, mais il ignore les signaux d'alerte. Sur le court sous le soleil de plomb, il ressent une première douleur à la poitrine. Fidèle à son tempérament, il la minimise parlant d'un coup de chaleur et retourne même jouer après une courte pause. Il ne veut pas inquiéter, il ne veut pas arrêter le mouvement. Le drame se noue quelques instants plus tard dans la fraîcheur trompeuse de la maison. La douleur revient cette fois fulgurante, définitive. Le cœur du compositeur, ce cœur qui avait battu la mesure de tant de chefs-d'œuvre, lâche brutalement. Les secours arrivent trop tard. À 44 ans, au sommet de son art, Michel Berger s'effondre. Pour France Gall, le monde s'arrête instantanément. En une seconde, la musique s'est tue. La moitié de son âme vient d'être arrachée. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre plongeant la France entière dans la stupeur. Personne ne veut y croire. Michel Berger semblait éternellement jeune, invincible par la force de ses mélodies. Pour France, le choc est d'une violence absolue. Elle se retrouve veuve seule avec 2 enfants, Pauline et Raphaël, et un album en duo qui ne sera jamais chanté à 2 sur scène. L'ironie du sort est cruelle. Il chantait « Laissez passer les rêves » sur ce dernier disque, et le rêve vient de se briser net. Ce soir-là, à Ramatuelle, ce n'est pas seulement un mari qui est de mort, c'est le chef d'orchestre de sa vie qui a posé sa baguette pour toujours, laissant sa muse face à un silence assourdissant qu'aucune note ne pourra plus jamais combler tout à fait. Après le cataclysme du mois d'août 1992, France Gall a tenté avec un courage qui force le respect de tenir la promesse tacite faite à son époux, faire vivre sa musique. Elle est remontée sur scène à Bercy puis à Pleyel, chantant seule les mots qu'ils avaient écrits pour 2. Mais le cœur n'y était plus tout à fait. Elle chantait avec l'énergie du désespoir, comme pour retarder le moment où le silence s'imposerait définitivement. Le destin cruel jusqu'à l'acharnement lui portera un second coup fatal en 1997 avec la disparition de leur fille aînée Pauline, emportée par la mucoviscidose à seulement 19 ans. Cette fois, la douleur est trop grande pour être sublimée par l'art. France Gall pose le micro. Elle décide de se taire, estimant qu'elle a tout dit et que sans Michel, la fête est finie. Dès lors, elle endosse un nouveau rôle, celui de gardienne du temple. Elle se retire de la lumière vivant dans une discrétion absolue, mais veille avec une intransigeance féroce sur l'œuvre de Berger. Elle refuse les hommages faciles, les compilations mercantiles, protégeant l'intégrité artistique de celui qu'elle continue d'aimer par-delà la mort. Elle devient la veuve éternelle, celle qui n'a jamais cherché à remplacer l'irremplaçable. Jamais elle ne refera sa vie, du moins publiquement, car dans le cœur des Français, elle reste à jamais la moitié de Michel. Son existence devient une longue attente, ponctuée par des projets pour transmettre cet héritage aux nouvelles générations, comme la comédie musicale Résiste en 2015, son ultime grand projet. Elle disait souvent « Je ne suis pas une femme de nostalgie, je suis une femme de mémoire ». Elle a tenu bon, digne et droite, malgré la maladie qui la rongeait à son tour dans le secret. Le 7 janvier 2018, 26 ans après Michel France Gall, a fini par rejoindre son paradis blanc. Sa disparition a marqué la fin définitive d'une époque bénie. En s'éteignant, elle est allée retrouver celui qui l'avait révélée à elle-même. On imagine leurs retrouvailles là-haut, loin du tumulte, enfin réunis pour recomposer l'harmonie brisée. Ils nous laissent une œuvre immense, intemporelle, et cette leçon d'amour bouleversante la musique était leur lien, et la mort n'a pas réussi à le défaire. L'histoire de France Gall et Michel Berger n'est pas seulement celle de 2 stars. C'est la preuve que parfois 2 âmes s'alignent si parfaitement qu'elles ne forment plus qu'une seule mélodie inoubliable et éternelle. Ce récit bouleversant nous plonge au cœur de l'une des romances les plus emblématiques et fécondes de l'histoire de la musique française, celle de France Gall et Michel Berger. Bien plus qu'une simple histoire de couple, c'est la chronique d'une fusion artistique totale née sous le signe du destin. L'histoire bascule en 1973, lorsque France, alors en quête d'une nouvelle identité musicale, est foudroyée par une mélodie de Michel, entendue par hasard à la radio. Intuitive et déterminée, elle se fait alors une promesse solennelle au volant de sa voiture,
c'est lui et personne d'autre qui écrira sa vie en musique. Elle part à sa recherche, et malgré les réticences initiales du compositeur, sa persévérance finit par payer. En 1974, la chanson « La déclaration d'amour » naît en studio, transformant instantanément une collaboration professionnelle en une passion dévorante. La vidéo retrace ensuite leur décennie dorée, une époque bénie où chaque note semblait toucher juste. De l'audace futuriste de l'opéra rock Starmania aux hymnes humanistes qui ont marqué les années 80, ils construisent ensemble une œuvre monumentale. Ils incarnent le bonheur parfait et l'osmose créative jusqu'à ce jour tragique du 2 août 1992. Sous le soleil brûlant de Ramatuelle, le cœur de Michel s'arrête brutalement après une partie de tennis brisant net l'harmonie du duo. Le film se clôt sur le destin poignant de France Gall, devenue veuve à seulement 44 ans. Loin de refaire sa vie, elle choisit la voie de la fidélité absolue et du silence digne. Transformée en gardienne du temple, elle consacrera le reste de son existence à protéger et faire vivre l'héritage de son mari avant de s'éteindre à son tour en janvier 2018. Aujourd'hui, ils sont enfin réunis dans leur paradis blanc, laissant derrière eux une légende intemporelle.